Bonsoir, comment ça va? Bonsoir, Très bien. Ça va, très bien. Très bien. Alors, messieurs, nous sommes France-Uruguay, Brésil-Belgique. Nous sommes à moins de 24 heures des deux premiers quarts de finale du mondial. La tension monte, mon cœur bat un peu partout en France. Alors, messieurs, vous êtes dans quel état d'esprit avant cette rencontre? Enfin, moi, je suis serein et je lis partout. Pourquoi on ne voit pas Cavani à droite et à gauche? Moi, je reste persuadé qu'il sera sur le terrain. D'autres disent non. Moi, je pense qu'il sera sur le terrain, mais ce n'est pas l'actualité. L'actualité, c'est France-Uruguay. Jennifer, dans quel état d'esprit vous êtes à moins de 24 heures de ce match de la France? Important pour la nation française. Comme José, plutôt sereine, puisque les tricolores ont quand même impressionné lors des huitièmes contre l'Argentine. Hein. Impressionné, ah bon, d'accord. Ouais, quand même. Alors, en effet, je nuance, il faut quand même dire qu'ils n'ont pas battu l'équipe sud-américaine depuis, alors je me suis renseignée un peu, depuis combien de temps? Depuis 33 ans. Ouais. Donc voilà, c'est demi-teinte, mais quand même confiante parce que les Bleus possèdent quand même l'attaque la plus forte de leur histoire. Je pense. Ouais. Hein, qu'est-ce que t'en penses, Swan? Lors de leur histoire, je sais pas, mais en tout cas, c'est une sacrée attaque, ouais. Okay. Swan, je vois que le t-shirt bouge, le cœur bat aussi vite, aussi fort. Pourquoi, Swan? Parce que en tant que bon Guyanais, je suis impatient de voir si ces deux équipes des communautés majoritaires de Guyane s'imposeront, parce que je pense que ça donnera lieu à une superbe fête dans les rues de Cayenne et dans les rues de toutes les municipalités de Guyane. Bien sûr, justement, ce sera le débat dans ce Tour mondial. Dans quelques instants, nous allons lancer ce débat. Juste pour dire, Nicolas, oui, José, qu'il y a 4 ans, l'équipe de France avait quitté le mondial, battue par le futur champion du monde. Cette année, il n'y a plus de champion du monde sur la route de l'équipe de France. D'accord. Donc je rappelle, José, donc c'est ce que je disais, il y a un débat ce soir sur Guyane Première dans Oroyo. C'est ce débat, comment fêter. Donc on va le préparez-vous, chers auditeurs, pour participer à ce débat au 31 9000. Comment avez-vous interprété la décision du patron de la police de dire attention, il faudra respecter le code de la route. Ce sera le débat du jour. Alors messieurs, l'équipe de France, je le rappelle, joue gros demain avec ou sans Cavani. C'est important, José, que Cavani soit là ou pas. Est-ce que c'est, en fait, s'il est absent, c'est une chance pour la France? En fait, moi je dis ça parce que dans chaque équipe il y a une star. Rappelez-vous l'Argentine Messi, le Portugal Ronaldo, etc., etc. Donc Cavani, c'est l'Uruguay. Donc c'est normal qu'on s'interroge à savoir s'il sera là, s'il sera pas là. Hier nous disions et on s'est tous informés que la blessure semblait s'atténuer. Aujourd'hui il a suivi un entraînement à part. Moi je reste persuadé qu'il sera sur le terrain. Très bien. Et puis monsieur, un joueur qui a brillé en Coupe du Monde, ça n'a rien à voir avec le Oroyo, ni le mondial. Si ça a à voir quelque chose avec Oroyo mondial. C'est un grand Gianluigi Buffon qui a signé à Paris. Il à Paris. C'est la parenthèse du jour. Alors, il a été champion du monde en 2006. Alors, messieurs, on a c'est la petite parenthèse du jour. On aura sûrement l'occasion de voir un très très grand monsieur du football dans le championnat de France. Je pense que outre ces performances sportives envisageables, c'est une superbe publicité que nous offre le Paris Saint-Germain que de nous offrir la signature de Gianluigi Buffon. Et ça veut dire quoi, Alphonse Areola ou Kevin Trapp? Il y a des deux qui doivent partir. Il y aura forcément un des deux qui partira. Alors moi, je pense que c'est Trapp. Exactement. Je pense que ça sera plus penchant pour Trapp parce que il a perdu sa place de titulaire au cours de la saison dernière au profit de Alphonse Areola, qui d'ailleurs est au mondial avec cette équipe de France. Mais c'est vrai que en tout cas, pour la confiance d'un de ces deux hommes, il faudra laisser partir ces deux gardiens de niveau international. Mais oui, donc Alphonse Areola, qui est aussi le troisième gardien de l'équipe de France, qui est au mondial. Alors justement, la question qui est posée, qui concerne donc cette équipe de France, c'est un match à élimination. Si la France arrive donc dans la séance des tirs au but, alors la question qui était posée par l'ensemble de la presse française, faudra-t-il remplacer Hugo Lloris? Et pour que Alphonse arrête les pénaltys. Alors, on peut dire ça veut dire quoi? Hugo Lloris a un rôle de leader, de capitaine, et je pense que ce serait une très très grosse erreur de la part de Didier Deschamps de
le sortir à un moment aussi important de la compétition. Non, mais il va commencer le match et puis il va commencer le match. Après, on a droit à 4 changements désormais. La dernière Coupe du Monde. Non, juste une précision. On a droit à 4 changements désormais. À partir des prolongations. Ah, bien sûr, José. D'accord. Donc, on avait vu effectivement l'entraîneur des Pays-Bas tenter ce pari il y a 4 ans avec que je me rappelle son nom, l'ancien gardien de Newcastle, Tim Krul, qui d'ailleurs sauve les Pays-Bas dans cette séance de penalty. José, ancien gardien. José, est-ce que c'est important psychologiquement pour un changement de gardien? Ça peut changer la nature du résultat? Non, moi personnellement, je pense que le gardien est de surcroît en ce moment pour l'équipe de France et le capitaine n'a pas fait d'erreur qui prouverait ou provoquerait en tout cas son remplacement même dans la séance de tir au but. Je pense que si le nombre de buts qu'il a encaissé, qui doit être de 3 ou 4 et encore le risque 4, ça ne veut pas dire que non, je pense qu'il a sa place et sa chance dans les buts pour l'équipe de France. Et il a sa place dans l'émission Royaume Mondial, tout le monde l'attend, c'est Didier Deschamps, il est déjà avec nous. Bonsoir Didier. Oui, bonsoir tout le monde. Vous faites dans votre téléphone, vous appelez qui là? Oh, je règle 2-3 trucs avec le staff technique. Ouais, il y a des blessés. Comment cette équipe, comment vous êtes à moins de 24 heures, Didier, de cette rencontre importante? Oh, il y a surtout des suspendus. Comme qui? Écoutez, on va pas vous le rappeler. Hein. Benjamin ne sera pas là. Il y a Blaise qui sera absent. Voilà, donc on a plutôt des suspendus que des blessés. Donc la France sans Blaise n'est pas à l'aise? Oh, vous savez, on a des ressources. Hein. Cette équipe est jeune et remplie de ressources et peut effectivement combler des absences comme celle de Blaise qui sera bien sûr relevée par un très bon joueur. Jennifer. Oui, je rejoins Monsieur Deschamps. On a Mbappé et compagnie qui sont là pour. Alors ils n'ont pas vraiment le même poste, mais effectivement ils sont là pour on a Mbappé. Effectivement, c'est sûr qu'ils jouent pas au même poste tous les deux. Oui, parce que c'est toutefois effectivement. Mbappé au poste de Matuidi, ça va être un peu compliqué. Effectivement. Pourquoi pas? Parce qu'on va quand même priver Mbappé de sa vitesse de pointe. Hein. Normalement, avec ses roquettes, il doit être devant. Ah oui. Swan. Bon, Mouché Deschamps, tout connaître moi. Momo content, Titi et Tony Tibi. Bon, tout cas dit que tout serein. Et l'autre nous rappelé dit Matuidi. Bon, un bouc qui t'aura mis en les côtés, effectivement, qui a fait travail défensif. Bon, je de là, tout pas game ici. Comment tu as envisagé ça? Qui monte qui mettait? Moi, ça a intéressé moi. Écoutez, il y a plusieurs propositions. Hein. On peut penser notamment à Tolisso, on peut penser aussi à Nabil. Hein. Je pense que Nabil peut également jouer sur ce côté, ainsi que Lemar. On a pas mal de solutions. Il y a des entraîneurs qui ont des problèmes pour remplacer des joueurs à des postes, pas nous. Voilà, donc normalement, on devrait avoir aucun souci. José Bessès. Alors moi, le fait que la France joue contre l'Uruguay, est-ce que le fait d'avoir nommé un Argentin pour arbitrer ce match vous gêne? Nestor Pineta. Écoutez, c'est sud-américain comme l'Uruguay. Alors si on revient sur notre match face justement... En plus, il est argentin. Je rappelle que la France a éliminé l'Argentine. Si justement on revient à notre match contre l'Argentine, je pense que on a déjà subi un arbitrage défavorable, hein, puisqu'il y a eu pas mal de... Normalement, il y avait des cartons qui devraient être distribués, ça n'a pas été le cas. De nombreuses fautes qui n'ont pas été sifflées. Les joueurs argentins étaient à des moments très virulents vers le corps arbitral. C'était une position où effectivement tout le staff, nous avons considéré qu'effectivement l'arbitrage nous était tout simplement défavorable. Donc nous repartons sur le même format. Pour nous, nous partons avec un arbitrage qui sera contre nous et c'est à nous de faire la différence sur le terrain. Il n'y a pas moyen de contester, de dire à cet arbitre, vous voulez notre arbitre? Comment ça? Moi je sais pas, mais moi je trouve ça quand même assez curieux. La France a éliminé l'Argentine et c'est un Argentin qui l'arbitre en quart de finale. Maintenant, c'est le règlement de la FIFA. Je ne connais pas le classement de Monsieur Nestor Pitana, qui sera d'ailleurs assisté de 2 de ses compatriotes, Herman Maidana, premier juge, et Juan Pando Bellati, deuxième juge. Donc, enfin, je sais pas. Ça, c'est mon avis personnel. Et les autres, ce sont des Iraniens, quoi. Et les autres sont des Iraniens. Donc, on aurait peut-être pu inverser les choses. Swan, c'est arrivé ça, qu'une équipe soit éliminée en 8e et qu'on trouve un arbitre de sa nation
arbitrer selon ton beurre? Je sais pas trop, je ne suis pas trop renseigné à ce niveau, mais je pense qu'on reste quand même à un niveau très très élevé. Je pense que ces arbitres sont mis en place parce qu'il y a des gens qui les mettent en place et ces gens-là leur font confiance. Maintenant, c'est vrai qu'il y a eu des erreurs pour moi d'arbitrage entre la France et l'Argentine, notamment au niveau des grosses fautes de Nicolas Otamendi, qui s'est très défavorablement fait remarquer et qui n'a écopé que d'un carton jaune. Maintenant, il faut pas dramatiser les choses non plus. On va en quart de finale de Coupe du Monde, et je pense qu'on a autre chose à regarder que l'arbitrage. Ouais. Oui, si je peux me permettre, puisque si on se souvient bien à la toute fin du match, normalement il aurait dû distribuer un carton rouge, notamment pour ce ballon frappé sur Paul. Voilà, donc il y a un moment donné, on voit que clairement les arbitres, le corps arbitral a décidé tout simplement de nous mettre des bâtons dans les roues. Sauf que si vous étiez entraîneur de l'équipe de l'Argentine, vous n'aurez pas vu qu'il méritait un carton jaune, Didier, aussi, quand même. Il faut être un petit peu, c'est pas l'arbitre qui fera si oui ou non vous passerez ce tour. C'est la raison pour laquelle on ne conteste pas les décisions. Nous a rejoint Eugène Epailly, bonsoir. Bonsoir, le dû. Alors, donc Eugène Epailly, vous êtes en retard puisque le match a commencé sans voix avec une question importante. Il y a des inondations à la maison, donc il faut s'occuper des inondations, pas du football. Mais c'est prendre de l'eau, te prendre de l'eau. On va prendre de l'eau, ouais. S'il y avait que moi encore. Alors, le débat donc soulevé par José Lézès notamment. Demain, il y a France-Uruguay, vous êtes au courant? Oui. Oui, bien sûr. La France gagnera 3-1. Et la France, donc, sera arbitrée par un Argentin. C'est pas très bon signe. Pourquoi? Mais que pensez-vous de cette décision? Ouais, elle me paraît comme loufoque, parce que généralement, on tient à glisser un arbitre d'un autre continent, généralement, quand c'est l'Amérique du Sud qui joue, quand c'est l'Amérique du Sud qui joue contre l'Europe éventuellement, on évite de mettre un arbitre d'Amérique du Sud lors d'un match dans lequel se trouve une équipe sud-américaine. Donc ça paraît étrange quand même. En fait, moi, ma question était: pourquoi l'Argentine? J'ai rien contre l'Argentine, mais c'est parce que n'oubliez pas que la France a battu l'Argentine au tour précédent et qu'on met un arbitre argentin pour les quarts de finale. Moi, à mon avis, c'est comme si on mettait un deuxième bœuf, parce que ce sont des pays producteurs de bœufs. Ces pays-là sont de grands producteurs de bœufs et de bovins, donc on met un deuxième bœuf dans le couloir de la France une nouvelle fois. Et maintenant on met le bœuf uruguayen face aux Français. C'est quand même étrange comme décision, parce qu'on aurait pu mettre un arbitre sorti d'Asie, venu d'Asie ou d'Afrique, même si les Africains Les assistants sont iraniens. Oui, iraniens. Oui, ce sont les extrêmes. Et notamment la vidéo. Ce sont les extrêmes, oui. Bref, on aurait fait donner à un Asiatique l'arbitre central, et puis éventuellement à un autre continent les deux juges latéraux. Donc c'est suspect, parce qu'encore une fois, on peut pas faire confiance à la FIFA comme les structures olympiques. Voilà. Donc moi, c'est mon point de vue et je n'en demanderai pas. Jennifer. Je comprends totalement le questionnement, mais comme disait Swan, je pense que là, on a un niveau tellement élevé. Et puis hier, on parlait encore de caméras. Enfin, je crois qu'on a la totale là pour pouvoir avoir un match quand même. Même les caméras ne suffisent pas. Même les caméras ne suffisent pas puisque le Nigeria se fait sortir alors que le ballon s'est baladé de l'avant-bras au bras du joueur. Argentin, l'arbitre est allé voir, comment dirais-je. Je veux bien voir votre télé, elle est comment? C'est quoi le... je crois que il faudrait se poser la question sur la leur, là, sur la télévision. Une télé en noir et blanc ou non? Non, elle est parfaitement quadrichromique. Cette action-là était très importante, puisque 20 minutes après, c'est quand même ce joueur qui a fait une main qui qualifie l'Argentine contre le Nigeria, quoi. Ouais. Donc, c'est vrai que la décision a été polémique. Mais encore une fois, je pense que l'arbitrage, ce sont des humains qui sont aux commandes. Ça reste des êtres humains, donc l'erreur est... Il faudrait presque mettre des logiciels avec des puces. Et sauf que, messieurs, l'histoire a voulu que... Mbappé a dit, allez, on vole pour toi. Tu rentres à la maison. Attention, vol, il y a le sens propre de se figurer. Oui. Le seul Argentin qui est coach de Ligue 1 en France
a déclaré récemment qu'il ne faudrait pas créer des pistes d'atterrissage ni d'envol pour Mbappé face à l'Uruguay. Donc, alors, justement, donc le mot vol vient. Ouais. Oui, vol, bien sûr. Je parlais de l'avion. Eh bien, on va faire un petit vol. On va prendre l'avion direction la Russie, puisque vous savez, cette question, elle fait débat partout dans le monde. Est-ce qu'il est avec nous? Me fait-on signe du oui. Omar da Fonseca, Omar? Oui, bonsoir, comment ça va tout le monde sur le plateau? Alors Omar, je ne comprends pas. Comment vous avez interprété ça, cela? Ce sera un Argentin qui va arbitrer cette rencontre. Oh, ça peut poser des problèmes, effectivement, mais vraiment, normalement, l'arbitre regarde quand même un minimum de partialité. Vraiment, il pourra arbitrer cette rencontre sans vraiment pencher pour l'Argentine ou même la France, puisque on a vu des matchs où effectivement l'arbitre était nigérian pour le Nigeria et n'a pas forcément donné. Vous avez vu ça, vous? Pas dans cette Coupe du Monde. Ah, mais dans d'autres compétition. Non mais attendez, mais franchement, si le ballon va franchir, s'il fait pénalty par exemple en faveur de l'Argentine. Oh, vous savez, il fera une minute de silence avant le match et puis après ce sera fini. Hein. On a déjà digéré la défaite. On est tous à la maison, c'est la fiesta. Alors messieurs, on rappelle que cette rencontre est à vivre en direct sur Guyane la première. La France sera opposée à l'Uruguay, donc à partir de 11h, il y a des passes à faire gagner. En effet. Mais c'est tout de suite. Alors c'est tout de suite. Alors on y va avec une première question. Allez, facile la question. Dans quelle ville la France a affronté l'Argentine? Moscou ou Kazan? Je ne sais pas si on dit Kazan ou Kazan. Kazan. C'est en Kazan qu'on met les choses, c'est en Kazan. Voilà. Oui, 39 000 à votre disposition. N'hésitez pas à nous appeler donc pour gagner ce pass valable pour 2 personnes. En le rappelant, messieurs, l'équipe de France face à l'Uruguay justement, quelles sont les chances réelles des tricolores? L'équipe de France bénéficiera d'un sacré avantage, à mon sens, avec l'absence quasi sûre d'Edinson Cavani. Faudra quand même faire attention à son remplaçant, Christian Stuani, qui a fait une très très belle saison à Gérone. Mais pour moi, cette équipe de France reste légèrement au-dessus de cette équipe uruguayenne. Téléphone très bon buteur, Stuani. Exactement. Même s'il a 31 ans. Qui a d'ailleurs a marqué contre le Real Madrid cette saison. Regarde, on va prendre l'auditeur. Guyane la première, bonsoir. Allô, Patrick? Oui, bonsoir Patrick. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Vous appelez pour la question, pour gagner les passes? Oui, tout à fait. Tout à fait. Alors je vous repose la question, dans quelle ville la France a affronté l'Argentine? Moscou ou Kazan? Kazan. Kazan. Eh bien, qu'est-ce qu'on dit? On dit bravo, hein? Bravo Patrick. Monsieur. Alors, par contre, puisqu'on a Didier Deschamps, Patrick, vous avez une question à poser à Didier Deschamps. Vous êtes supporter de l'équipe de France ou pas? Oui, tout à fait. Didier Deschamps, il vous écoute, Didier. Oui, j'aimerais savoir, à son avis, est-ce que Tolisso sera aussi performant que Matuidi? S'il le met. Ah oui. Alors, si vous retenez Tolisso, peut-il être aussi performant que Blaise Matuidi? Bien évidemment, c'est un match de Coupe du Monde, on est en quart de finale. Chacun met son état d'esprit dans le même que le collectif. Donc voilà, il n'y a aucune raison qu'il ne soit pas au niveau. Normalement, il devrait faire un match s'il est sur le terrain comme au même niveau que Blaise. Mais c'est pas le même volume. Oh, vous savez, on peut rajouter des amplificateurs. Patrick, ça va pour vous? Merci, restez avec nous. Restez en ligne, Patrick. Bravo à vous demain. Donc, allez-y tôt, parce que demain, je crois qu'on... Alors, un pass. Ça va être un guichet fermé. Hein? C'est ça, un pass, c'est pour 2 personnes, Patrick? Mais il prévoit d'ouvrir une deuxième salle, comme la dernière fois, si jamais. Ouais. Voilà. Wow. Ok, nous sommes sous Guyane Première dans quelques instants, bien sûr. N'oubliez pas votre rendez-vous. Paquet qui aujourd'hui avec Victor Clette. Mais c'est pas pour tout de suite. On a encore 3 minutes à passer ensemble. Didier, cette rencontre, l'Uruguay, comment vous percevez cette équipe? C'est un bloc qui joue très bas. C'est-à-dire qu'ils vont tout faire pour essayer de bloquer les côtés. Voilà, on va devoir faire le jeu et tirer cette équipe. Et puis, je ne pense pas qu'ils joueront, qui se livreront au jeu. Donc, ce sera à nous de faire le jeu, à trouver des espaces, à les faire bouger, à les faire coulisser de droite à gauche. Et puis, coulisser Tolisso? Oui, je pense plutôt Nabil, moi. Hein. J'ai envie de dire que Nabil sera plutôt sur le terrain. Je pense qu'il a donné de bons résultats à l'entraînement. Swan.
Mouché Deschamps, bon, mon regardé sa équipe Uruguay jouer depuis début tournoi. Et m'a remarqué quand même que, mis à part Luis Suarez et Edinson Cavani, qui a foutu pas mal bordel devant. Divan, excusez-moi. Pas qu'un problème. Donc, pas qu'un problème. Exactement. Donc, je n'ai pas pu empêcher de remarquer que c'est vraiment l'axe de cette équipe d'Uruguay composée de José María Jiménez et Diego Godín qui porte cette équipe à bout de bras. Duo qui également a récemment gagné la Ligue Europa contre l'Olympique de Marseille avec l'Atlético Madrid. Qu'est-ce que vous pensez de ces deux centraux, de ces deux piliers? Oh, vous savez qu'il y a que Adil qui pourra en parler, hein, franchement, sur cette composition. Thauvin aussi, je pense. Oui, bon, un peu moins quand même, puisque il était devant. Hein, voilà, c'était un peu plus compliqué. Il était face à eux, hein. Il était face à eux quand même. Oui, il était face. On l'a pas trop vu. Enfin bon, voilà. Enfin, ce que je voulais dire, c'est que effectivement, comment je vois cet axe. Cet axe, je vois tout simplement que on a tout à fait les armes pour répondre, pour riposter. On a de très bons attaquants. On a une équipe. Enfin, on va pas les citer, mais je peux vous donner la liste. Hein. Je vous donne toute la liste. Ce sont les Avengers, hein, pour moi. Donc, il n'y a aucune raison que cette défense uruguayenne ne sombre pas effectivement face à nous. Et je n'ai pas eu une question à Didier Deschamps rapidement. Est-ce que on va avoir affaire à une défense béton qui va jouer du hurrah football pour semer la zizanie dans l'esprit des Français, ou ce sera une équipe uruguayenne qui va tenter de jouer un football qui est contraire à ses habitudes de bétonneur ou bétonneuse? Ah oui. Je pense qu'ils vont se cantonner à défendre, puisque nous avons tous les arguments d'attaque pour tout simplement, que ce soit en contre ou que ce soit en attaque placée. Nous avons les atouts, les arguments, hein, notamment avec tous nos attaquants, qu'ils soient à gauche, à droite, au milieu, derrière, en dessous, au-dessus. Voilà, donc je pense que cette équipe uruguayenne devra faire face et devra tenir bon, puisque normalement, nous devrions prendre le dessus.